Bonjour à tous et bienvenue pour ma présentation sur Next. Donc, je suis Mathieu Leclèche, je suis développeur front-end chez Delia Technologies. Donc, merci à eux pour me laisser présenter ce sujet. Et du coup, on va commencer la présentation. Alors, du coup, pour la présentation, on va commencer par les ambitions de Next, donc savoir pourquoi le framework existe, à quoi les grandes lignes que veut apporter Next dans sa conception. Ensuite, on va voir les cas d'utilisation, donc pourquoi on utilise cet outil en prod et à quoi qu'est-ce qu'il apporte comme solution. On va voir son écosystème, donc tous les dépendances que peut avoir Next et sur quoi on peut se baser. Et on finira sur les différentes features qui font que j'ai choisi Next pour mes projets perso. Donc l'ambition de Next, c'est un méta-framework qui est basé sur Vue. Donc on a Next 3 qui est basé sur Vue 3 et Next 2 qui est basé sur Vue 2. Donc ça a été développé en étroite collaboration avec les équipes de Vue.js. Donc chaque feature qui sortent sur Vue 3 sortiront dans les mois qui viennent sur Next. C'est un outil qui a pour but de faciliter la vie du développeur, donc de permettre à des simplifications de code, d'éviter de coder des choses qui peuvent être automatisées. Donc c'est pour développer des applications full stack en TypeScript. C'est principalement axé sur le web. On peut faire à la fois du front et du back en TypeScript, bien sûr. Même s'il est possible de câbler du Laravel dessus. Mais pour l'instant, on va rester sur le TypeScript. Du coup, Next est un projet open source, donc qui possède une communauté qui est toujours là pour agrandir la communauté déjà, pour se faire voir et surtout améliorer le produit, être au plus près des développeurs, donc avoir des retours et d'améliorer encore plus son produit. Donc souvent, ils mettent en place des events, des sessions d'apprentissage pour faire connaître et aussi pour faire valoriser leurs idées. Et aussi faire des sessions pour découvrir le framework, notamment. Donc les cas d'utilisation, comme je disais, c'est essentiellement pour faire des applications web, mais on peut à la fois l'utiliser pour développer des applications cross-platform. Donc par exemple en le couplant avec Capacitor.js, qui est un framework dédié à compiler du JS en application native en Android et iOS. Ou sinon utiliser Electron.js qui lui permet de déployer sur Windows et sur macOS, pardon. Donc on l'utilise principalement pour des applications grand public, on va dire, parce qu'il offre des fonctionnalités qu'on appelle server-side rendering. Donc c'est une façon de compiler le HTML et de l'envoyer au front. Donc ça permet une optimisation des Web Vitals, donc les signaux que Google détecte avec son robot. Donc c'est ça qui va lui permettre de référencer votre page web. Donc plus ces signaux sont bons et plus votre site sera référencé et sera mis en avant. Et pareil, une simplification du SEO avec un outil qu'ils sont en train de développer et qui sont partiellement intégrés, pardon. Donc on peut le voir là sur les bouts de code, on a des composables, donc c'est des petites fonctions qui permettent de gérer un état de l'application. Donc on peut l'utiliser très facilement et définir les headers de son application en un bout de script très rapidement. Donc du coup, l'écosystème, on a Nux qui permet de déployer des applications web.
Donc Next a vocation de pas être vendor lock, donc c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'une infrastructure, un système, il permet de déployer sur n'importe quel environnement, Node et Deno. Et sinon, on peut être déployé aussi en statique ou en serverless, via, par exemple Vercel ou encore, d'autres plateformes, de déploiement. Next utilise, Nitro qui est aussi un framework, pour Node qui permet de servir le front, à la fois le front et le back. Et sinon, en mode développement, on utilise, Rollup et Node.js Worker qui compile et sert l'application front en local, avec les contextes d'isolation, et cetera. En production, on a toute la partie rollup qui mimifie et optimise le code avec du code splitting, etc. Et qui génère un output universel qui permet donc de déployer sur n'importe quel environnement Node. Next est modulaire, donc ça veut dire qu'il permet d'intégrer facilement des plugins développés par soit l'équipe de Next, soit par la communauté. Et il est possible aussi de déployer ses propres plugins et de les utiliser en interne. Ils mettent en place un kit de développement et une sorte de librairie qui permet d'accéder à l'application Next et l'application Vue aussi, et de pouvoir y ajouter des librairies, des fonctionnalités qu'on veut au démarrage de l'application. Donc il en existe énormément, il y en a pour tout. Il y a des intégrations de Tailwind, de Firebase, de toutes solutions, toutes solutions qui sont populaires, on va dire. Elles ont été définies en plugin. Donc les features, donc je vais commencer par le routing. Donc c'est un routing qui se base sur ViewRouter et qui se base aussi sur l'arborescence des fichiers. Donc un dossier va représenter une page et à l'intérieur, on va définir la vue qu'on veut exposer sur cette URL. Donc on voit sur la partie gauche, on a un repository qui s'appelle page, donc ça va être l'endroit où on va définir tous nos pages. Donc le premier index.vue sera la racine de la page web, donc le slash. Et après, on va exposer about.vue qui sera, donc ça fera slash about.vue. Et on a une sous-arborescence avec post, donc post slash et un ID entre brackets qui permet pas bracket, entre crochets qui permet de définir une variable une passe variable. Et du coup, on peut utiliser le Nuxlink qui permet de faire le routeur en interne. Donc c'est un composant qui est exposé par Nuxt et qui s'occupe de toute la partie routing. On a l'équivalent sur la partie back. Donc on a une arborescence pour définir des API. Donc la partie backend se base sur une librairie qui s'appelle H3, qui met en place pareil des fonctions qui permettent de créer des erreurs, de parser le body, de convertir le body, de récupérer des headers, etc. Donc ça offre pas mal de fonctionnalités sous la main directement déjà implémentées. Et on peut définir des routes spécifiques avec par exemple hello.post.ts. Donc là, on pourra faire que du post, on va définir que la méthode post sur cette fonction-là. Et comme on peut le faire sur get, et on peut le faire sur s'il n'y a pas comment dire, si on n'a pas d'extension, ça veut dire que c'est surtout get, post, tous les HTML, tous les HTTP, méthodes. Du coup, on peut coupler le back et le front avec Zod, qui va permettre de définir une structure d'objet. Et du coup, on aura la partie TypeScript côté front sans devoir redéfinir une interface, etc. Et les erreurs de typage seront remontées directement dans le front, ce qui est un gros avantage
Quand un dev-back développe une nouvelle fonctionnalité, enlève un champ et se dit que c'est pas utilisé et que dans le front, du coup, on le voit pas. Là, au moins, on aura directement à la compilation une erreur indiquant que ce champ n'existe plus côté back. Donc pour la partie data fetch, donc ils utilisent la librairie ofetch, qui est un wrapper de fetch classique. Ils l'ont implémenté en définissant deux composables, donc useFetch et useAssignData. Donc useFetch, c'est à utiliser dans un script setup. C'est pour la partie SSR. Ça gère automatiquement la partie SSR. Ça utilise en dessous au fetch. C'est vraiment un wrapper global de la librairie. Et ça met à disposition pas mal de petites fonctionnalités, de pouvoir, par exemple, on peut de récupérer qu'une partie du body ou pour éviter d'avoir un payload, un gros payload. On peut faire une transformation suite à la réponse faire une transformation du body suite à la réponse. Donc on peut mettre des intercepteurs, etc. Donc c'est vraiment complet et assez bien expliqué. Il y a plusieurs vidéos via la core team de Nux qui essayent de se familiariser avec UseFetch et, et oui, c'est clairement une bonne avancée là-dessus parce que la doc n'était pas terrible. Et pour useAssignData, donc c'est un peu l'équivalent, sauf que en fait, on va définir une méthode qui elle va être asynchrone. Donc c'est-à-dire, ça peut être un enchaînement de plusieurs appels et ça va avoir la même fonctionnalité entre guillemets que useFetch. Toutes les fonctionnalités vont être présentes, mais à un niveau au-dessus. En gros, ce que fait useAssignData, c'est d'appeler une méthode qui appelle $fetch. Donc on a les mêmes fonctionnalités. C'est juste plus complexe et ça permet de faire plus de choses que de faire juste un appel. Nux met en place ce qu'on appelle des middleware, donc c'est des intercepteurs pour le routing. Donc on a à la fois côté front et à la fois côté back. Donc côté back, ça va être par exemple pour de l'authentification. Même côté front, ça peut être pour l'authentification dans les deux cas. Mais ça permet d'exécuter du code selon des règles métiers ou des règles de fonctionnalité qu'on veut implémenter entre une succession d'une page à une autre. On peut à la fois les ordonnancer avec un order. Donc dans le système de fichiers, on peut mettre 01, 02 pour qu'il s'exécute dans un certain ordre. Et pareil, on peut mettre le point global pour dire si tu l'appliques à toutes les pages ou si on le définit directement comme on le voit dans le define page meta. On définit un middleware que pour cette page-là. Ou on peut carrément définir son middleware dans la page si c'est vraiment spécifique à une page. On peut le définir directement. La fonctionnalité que je préfère dans Nux, c'est l'auto-import. C'est une fonctionnalité qui est assez complète et qui marche bien. En gros, tous les imports de Nux, de Vue, de tous les composants qu'on doit importer, les interfaces, etc. Tout ça n'apparaît pas dans le code. Ils sont rajoutés à la compilation. Mais bien sûr, vous pouvez avoir des librairies qui ont les mêmes imports et dans quel cas vous allez vouloir spécifier quels imports vous voulez faire en fait. Donc il y a moyen de forcer l'import si jamais il y a des conflits. Et sinon, on peut définir, si vous avez un plugin qui exporte des interfaces ou des trucs comme ça, vous pouvez le rajouter dans la conf de Next pour leur dire importe-moi automatiquement ces interfaces-là. Là, on le voit pour Vue i18n.
on peut le faire facilement depuis la conf. Les layers, c'est un bon procédé pour si vous avez plusieurs applications avec la même structure de code. Donc, par exemple, si vous avez du microservice ou quelque chose comme ça, en fait, ils permettent de définir un projet Next et de le définir comme base. De pouvoir dire bah, que ça soit à la fois un package, un repo GitHub ou même en local. En fait, tous les exports du ce projet-là va se retrouver dans le projet que vous allez développer. Donc, typiquement, si vous avez une librairie UI, bah, vous pouvez faire un projet Next qui développe que cette partie-là et l'importer, bah, l'étendre dans vos futurs projets. Ça permet d'éviter de dupliquer du code et l'intégration se fait assez naturellement et assez simple. Pareil pour de la conf, si vous avez une conf globale, par exemple, Keycloak ou quelque chose comme ça, vous pouvez l'intégrer pour tous vos projets en une seule fois. Next intègre un state management directement, donc avec le composable useState qui qui va pouvoir être disponible sur tous vos composants. Donc c'est principalement pour un state management de bas niveau, c'est le plus basique possible. Ça permet juste de transiter à un état rapide et qui est SSR friendly, donc qui va passer par du JSON qui va être encapsulé, donc on peut pas trop mettre de fonctions dedans, donc c'est assez complexe là-dessus. Mais pour un besoin simple, ça suffit largement. Mais sinon, il est tout à fait possible d'ajouter un state management type Pinia, Harlem ou Xstate, qui sont les références côté Vue.js. Sinon, au niveau de l'error handling, donc comme on a souvent des soucis, on peut avoir c'est une application full stack, donc on a des soucis à la fois front, à la fois back, et même des fois à la fois les deux avec le SSR. Donc Next met en place un plugin qui permet de catcher tous les erreurs et de pouvoir faire une action à la suite, soit le loguer dans un fichier, soit l'envoyer à un Sentry ou, euh, ou afficher un message d'erreur à l'utilisateur pour lui expliquer que quelque chose ne s'est pas bien passé. Et surtout avoir toutes les infos à cet instant T et éviter que l'application crache. Et sinon, la dernière fonctionnalité, donc c'est une API qui s'appelle Transition, qui est une API native du browser. Donc on peut définir en fait par page une transition entre celle-là et une autre. Donc ça se fait via la balise style, on définit un hunter active et un leave active, et un hunter from et un leave to, et on définit la transition qu'on veut en CSS. Et Next va automatiquement l'appliquer sur la page. Donc il y a une petite démo. Non, il n'y a pas la démo. Ah, ça veut pas. Bon, tant pis. Vous n'aurez pas la démo de la transition. Et voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais Si Morgane, tu veux reprendre la main.
Bon, bah, s'il y a pas de questions, je vais vous laisser manger. Bonne journée.